inviter notre prochain présentateur qui s'appelle Tim Barry. Tim est étudiant au doctorat en intelligence hybride. On ne sait pas tout à fait c'est quoi, mais il va nous en parler. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Fait que moi, mon prénom, c'est Tim. Je pense que vous l'entendez, je suis belge. Donc voilà. Sachez que moi, ça m'a pris une semaine ou deux pour m'habituer à votre accent. Donc vous, j'espère que vous vous y habituerez en 5 minutes. Moi, je vais venir vous parler d'intelligence hybride. Donc c'est comment est-ce qu'on fait pour mélanger l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Et pour faire ça, dans un premier temps, on va regarder un petit peu quel est le sentiment global sur l'intelligence artificielle quand on regarde sur Internet. Typiquement, on a dans un premier temps Duolingo qui aimerait bien remplacer tous les travailleurs par de l'intelligence artificielle. On a aussi Elon Musk qui aime bien utiliser le R-word et qui aimerait bien remplacer les gens par de l'intelligence artificielle. Sam Altman, lui aussi, il aimerait bien remplacer les gens par de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne savent pas, Sam Altman, c'est le CEO de OpenAI qui possède ChatGPT, justement. Et Sam Altman, il dit aussi qu'on réussirait à faire une intelligence artificielle qui est plus performante que les humains d'ici 2030. Donc quand on écoute tout ça, on peut stresser un petit peu, se dire ça va être quoi notre futur du coup? Est-ce qu'on va juste se retrouver coincé dans notre lit en réalité virtuelle ou se faire pomponner par des robots comme dans Wall-E et rien avoir d'autre à faire? Franchement, moi je trouve que c'est pas trop le fun. Donc je suis là pour vous rassurer. Est-ce que l'IA va tous nous remplacer? Non. Pourquoi? C'est une question assez compliquée. Il y a plein de facteurs, mais il y en a 3 principaux que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui. Déjà, dans un premier temps, une IA, c'est opaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même les gens qui sont les meilleurs au monde pour créer des IA, pour entraîner des IA, ne pourraient pas vous dire exactement comment ça fonctionne ou pourquoi est-ce qu'une IA a un comportement donné. Ça a plusieurs dangers. Déjà, ça fait qu'une IA a toujours une part d'imprévisibilité, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on aime sur des éléments critiques. Mais ça veut aussi dire qu'une IA peut attraper les biais de son créateur, donc que ce soit des biais sexistes, des biais raciaux. Tout ça, ça peut être capté par une IA et c'est très très difficile de s'en débarrasser. Un deuxième facteur, c'est qu'une IA, c'est non responsable. Typiquement, quand vous avez un juge qui envoie un innocent en prison ou que vous avez un médecin qui tue accidentellement un patient, on a une personne qui est responsable, qui doit répondre de ses actes, qui doit pouvoir se justifier. Une IA, c'est juste un bout de code. Si on est même plus abstrait que ça, c'est juste des maths. Et on ne sait pas vraiment punir des mathématiques. C'est pour ça que dans plein d'éléments critiques, de nouveau, on ne peut pas utiliser de l'IA toute seule. Un dernier élément aussi, c'est qu'une IA, c'est dépendant de nous. Déjà à la base, les IA ont été faites pour pouvoir nous assister. C'est déjà quelque chose d'assez important. Mais aussi, globalement, une IA, ça a besoin de données pour pouvoir travailler. Et ces données, en général, ce sont, en tout cas encore maintenant et encore pour de longues années, les humains qui vont pouvoir les leur fournir ou les leur préparer. Ce qu'on a aussi, il y a beaucoup d'études qui montrent ça, et c'est justement dans mon sujet de recherche, c'est que les IA et les humains sont bons sur des choses relativement différentes. Et ça, c'est justement ce qui amène à ce qu'on appelle l'intelligence hybride. Alors pour répondre et clarifier un peu plus la question du début, est-ce que l'IA va tous nous remplacer? Non. Au contraire, elle va plutôt travailler avec nous. Donc je disais, moi je travaille dans l'intelligence hybride. Je vais vous donner la définition précise de ce que c'est. L'intelligence hybride, c'est mettre en commun l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle pour avoir des meilleures performances qu'en utilisant chacune des deux séparément. Alors évidemment, une définition comme ça reste un petit peu flou, donc pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux comprendre ce que c'est, on va essayer de trouver quelques exemples. Et moi, je vous dis que dans la vie de tous les jours, vous faites de l'intelligence hybride, c'est-à-dire que vous collaborez avec une machine, et le fait de collaborer avec cette machine, ça vous permet d'avoir des meilleurs résultats que si vous étiez tout seul, et vous faites des tâches que la machine ne pourrait pas faire elle toute seule non plus. Est-ce que vous avez ici des idées en tête d'intelligence hybride, de choses que vous faites dans la vie de tous les jours? Ouais. Des recherches Google, par exemple, effectivement. Quelque chose d'autre? Ouais. Ouais, effectivement. Donc ça, c'est typiquement, tu peux le faire avec ChatGPT ou ses API. Donc ici, le ChatGPT ne va pas pouvoir
répondre tout seul comme vous avez envie, vous avez besoin au moins de pouvoir le guider un petit peu. Oui? Excuse-moi? Ouais, faire un itinéraire sur Maps aussi, effectivement. L'IA, elle va pouvoir vous optimiser votre itinéraire de A vers B, mais déjà, elle a besoin de connaître B parce que c'est vous qui donnez le but. Mais aussi, typiquement, si vous avez une route qui est barrée à un endroit, eh ben, Maps ne peut pas le trouver ça tout seul et c'est à vous de trouver un détournement pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc tout ça, c'est des endroits où vous faites équipe. Moi, je vous ai trouvé plusieurs apps qui sont dans votre téléphone et où vous, typiquement, vous faites de l'intelligence hybride aussi. Alors la première, c'est l'appareil photo. Un appareil photo, dans tous les téléphones modernes, normalement, ça va vous faire la mise au point automatiquement, ça va vous faire la luminosité automatiquement sans que vous n'ayez besoin de rien faire. Dans les téléphones les plus récents, vous allez même avoir votre appareil photo qui va appliquer des filtres tout seul, ou qui va même lui-même corriger certaines erreurs mineures. Tout ça, effectivement, ça va vous permettre de faire des plus belles photos. Par contre, c'est quand même vous qui pouvez choisir qu'est-ce que vous prenez en photo, quel est le sujet de la photo. C'est aussi vous qui choisissez le cadre, si vous le mettez en portrait ou en paysage, si vous prenez un selfie ou pas. Tout ça, c'est typiquement des exemples d'intelligence hybride. Vous avez aussi les systèmes de recommandation comme Netflix ou Spotify. Là, le but, c'est quoi? C'est que vous passiez un bon moment en écoutant une chouette musique ou en regardant un chouette film. Si vous aviez accès en brut dans l'ordre alphabétique à toutes les musiques du monde ou tous les films du monde, ce serait un petit peu compliqué. Donc Netflix ou Spotify, ils vont analyser vos goûts pour vous aider à trouver qu'est-ce qui vous plairait le plus, mais au final, c'est quand même vous qui choisissez. Un dernier exemple, c'est aussi typiquement la calculatrice. Une calculatrice, en soi, ça reste très bête comme intelligence artificielle. Ça vous permet juste de faire des calculs compliqués très rapidement. Tout seul, ça ne sert pas à grand-chose, mais par contre, vous, quand vous utilisez votre calculatrice, ça vous permet de gagner énormément de temps, par exemple pour faire votre budget étudiant ou pour calculer le prix des soldes. Alors c'est bien, on a regardé un peu ce que c'est l'intelligence hybride, mais on va regarder ce que moi, je fais exactement. Vous allez imaginer que le petit robot qui est ici, c'est une IA que moi je reçois. Okay. Et pour pouvoir avancer et illustrer mon exemple, on va prendre une photo de mon chien qui est resté en Belgique. Moi, mon but, c'est d'avoir des IA qui sont capables de reconnaître c'est quoi le sujet principal d'une photo. Donc ici, il reconnaît très clairement un chien, et du coup, il dit chien. Par contre, si on a un truc un peu plus compliqué comme ça, okay, franchement, quand je l'ai vu la première fois, je ne savais pas trop ce que c'était, ça va être comme moi, l'IA, elle va douter. Sauf que pour ceux qui utilisent ChatGPT ici, quand vous posez une question à ChatGPT, ChatGPT ne va pas vous dire « lâchez pas trop », il va vous donner une réponse en étant absolument sûr de ce qu'il dit. Sauf qu'ici, pas de chance, il se trompe. Alors, moi, mon but, du coup, c'est d'éviter ce genre de problème en ayant des IA qui peuvent appeler à l'aide quand elles ont des doutes. Donc ici, on a une IA qui est capable de contacter des personnes de son choix. Quand elle se retrouve avec une image qu'elle maîtrise bien, elle va répondre toute seule. Mais par contre, dès qu'on a une image qui est un petit peu plus compliquée, à ce moment-là, on va faire comme dans la question à 1 million d'euros, 1 million de dollars, pardon. On va avoir le robot qui va avoir la possibilité d'appeler un ami. Et c'est l'ami qui va pouvoir répondre à notre place. Pour info, cette chose était un chien. Alors, ça a plusieurs avantages. Déjà, dans un premier temps, les cas simples, ça va être pour la machine, c'est-à-dire toutes les images qui sont évidentes ou les radios sur lesquelles vous avez des fractures ou les textes qui sont très très simples, ça va être la machine qui va pouvoir les faire, ça va être moins de travail pour moi. Ce qu'il y a aussi, c'est que les cas difficiles, ils vont être pour moi. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi, parce que ça veut dire que moi, je ne vais pas perdre mes skills, je vais pouvoir continuer à avoir de l'apprentissage. Et enfin, une dernière chose, c'est qu'ensemble, l'IA et moi, on fait moins d'erreurs. Ça, une preuve, c'est que j'ai fait une expérience de classification hybride dans laquelle, dans un premier temps, j'ai demandé à mon IA et à un groupe de personnes de donner le sujet principal de 10 000 images et de regarder combien de fois ils se trompaient. Alors, à votre avis, ici, quand c'est juste l'IA ou un groupe de personnes, qui c'est qui se trompe le moins souvent? Pas tout à fait. Ici, encore pour ce cas-ci, c'est encore le groupe d'humains qui se trompe un petit peu moins souvent. Donc, vous inquiétez pas, on a encore quelques jours devant nous avant que ce soit la fin. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que quand on utilise mon système où l'IA peut faire appel à des humains, à ce moment-là, on passe de 513 erreurs à 43, soit une baisse de 92%.
Oui. Je viendrai là-dessus après, je vais juste terminer ici et puis on peut prendre un petit moment pour discuter ça. Alors, on arrive justement à la conclusion, donc t'inquiète pas, je reviens à toi juste après. Juste pour bien se rappeler du message, plutôt que de nous remplacer, l'IA ferait bien de travailler avec nous. Merci beaucoup. Merci Tim, super présentation. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Ouais, du coup, tu as bien montré que quand l'IA et les humains ils coopéraient ensemble, ça allait mieux. Mais comment l'IA, elle sait quand elle doit demander de l'aide? Est-ce que tu as fait une question de pourcentage ou quoi? Alors, je vais essayer de l'expliquer de façon simple. En gros, on a simplement utilisé des statistiques, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une calibration de l'IA. Donc on va prendre un petit dataset d'images pour lesquelles on connaît la bonne réponse et on a des exemples. Et on va demander à l'IA, tiens, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi le sujet principal sur ces images-là? Et on va, chaque fois qu'elle se trompe, on va lui dire non, c'est autre chose, c'est autre chose, c'est autre chose. Et on va regarder le nombre de fois où elle se trompe avant d'arriver à la bonne réponse. Okay, et du coup, on va se retrouver avec des sets de labels possibles qui sont plus ou moins grands. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait cette calibration, quand on est rendu en test, on va avoir l'IA qui va, elle toute seule, pouvoir donner des sets qui sont plus ou moins grands de tiens, là j'ai l'impression que la bonne réponse, elle va être dans ce set-là ou elle va être dans ce set-là. Quand le set il est tout petit, c'est-à-dire qu'il est de taille 1, bah, l'IA elle est sûre de la bonne réponse. Quand elle n'est pas sûre, bah, le set il va être plus grand. Et à ce moment-là, c'est une bonne nouvelle parce qu'en regardant ce qu'il y a dans le set, on peut choisir exactement quel humain est le mieux capable de différencier les différents éléments qu'il y a dans ce set de réponses et qui, du coup, lui, va pouvoir faire une réponse finale. Je pense qu'il y avait quelqu'un au micro. OK. Quelqu'un derrière. Oui? Je me demandais, par rapport à plus au début de ta présentation, tu parlais de la définition de qu'est-ce que c'est une IA hybride ou comme une intelligence hybride. Puis tu disais que, par exemple, un appareil photo, c'est une intelligence hybride parce qu'on choisit qu'est-ce qu'on prend en photo. Ma question, c'est est-ce qu'il existe des intelligences non hybrides de ce point de vue-là? Parce que ça semblait très général, comme ChatGPT, c'est hybride parce que je choisis ce que je demande à ChatGPT. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être hybride? Alors, c'est une très bonne question. Je réfléchis pendant 1 ou 2 secondes pour essayer de te trouver un contre-exemple. Que je réfléchisse. Je t'avoue que j'ai pas d'idée en tête comme ça, tu me poses une colle, effectivement. Mais peut-être que c'est un spectre, moi, j'ai l'habitude d'être tout est juste plus ou moins hybride ou quelque chose comme ça. Okay, parfait. Ouais. Bah, merci. En fait, typiquement, ce qu'il y a, c'est tu vas avoir tous les pipelines qui sont complètement automatisés. Ça va être de l'intelligence non hybride. Je viens d'avoir une idée. C'est pas la plus joyeuse, mais malheureusement en défense militaire, en sécurité, il y a des Samsung qui a créé une tourelle automatique qui est capable de tirer sur un intrus à je crois c'est 500 mètres de distance. Cette tourelle se débrouille en autonomie complète, donc c'est-à-dire qu'elle n'utilise pas d'intelligence humaine à aucun moment. C'est dès que quelqu'un rentre dans le périmètre, elle la vise, elle tire dessus. Okay, ça, c'est typiquement un exemple d'intelligence IA pure. Un bon exemple. Oui. Alors, on va juste répéter la question, s'il te plaît. Bien sûr. Alors, ce qu'on m'a demandé, c'est, j'ai dit justement que l'IA proposait un set de réponses et demandait à l'humain, tiens, j'hésite entre ces réponses-là. Et tiens, est-ce que ça influencerait pas l'humain en erreur, justement, d'avoir ces sets-là? Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, ce genre de questions ont été faites et les deux possibilités existent. Soit on demande à l'humain de choisir une réponse au choix. Elle peut être dans le set, mais elle peut être en dehors. Ça, on appelle ça une solution lenient. Ou alors, on a une solution stricte. Et à ce moment-là, l'humain est obligé de choisir dans le set, même si l'humain est sûr, au fond de lui, que la réponse, elle est en dehors du set.
Et en fait, ce que les études ont montré, c'est que la solution stricte amenait des meilleurs résultats en moyenne que la solution lenient. Donc typiquement, on se retrouve avec des gens qui ont des meilleurs... Enfin, on se retrouve avec un système hybride qui a des meilleures performances quand l'humain est obligé de choisir parmi les éléments du set. Oui. Mais du coup, tu as dit que, est-ce que, si j'ai bien compris, l'IA peut adresser son set à une personne plutôt qu'à une autre, choisir la personne qui va être la plus capable de donner la réponse? Alors, je pense qu'on n'en est pas là, mais imaginons, il prend une radio et peut dire, bon, bah ça, je vais le demander plutôt au podologue, ou ça, je vais le donner plutôt au médecin généraliste, ou ça, à l'ophtalmo. Imaginons, ça serait possible. OK. Donc oui, c'est justement le but du set. En fait, l'idée, c'est que quand vous avez... Mettons que vous retombez en enfance ou en adolescence et vous vous retrouvez à un cours. Okay, et vous avez des devoirs à faire. Et vous avez, mettons, des devoirs, des exercices en maths et en français, okay, en littérature. Et vous avez un exercice en littérature qui est très très difficile. Vous n'avez pas la moindre idée de la réponse. Mais par contre, c'est de la littérature. Et là, vous pouvez dire, OK, ma maman, elle est ingénieure, mon papa, il est auteur, je sais que c'est de la littérature, je vais aller demander à mon papa. Par exemple, si vous avez un exercice très difficile en maths, vous n'avez aucune idée de la réponse, mais par contre, vous savez que c'est votre maman qui a probablement plus de chances de répondre. Ici, c'est la même idée. Vous pouvez avoir une IA qui a aucune idée de la réponse finale, mais par contre, comme elle a déjà vu l'image, elle se dit, OK, ça c'est une image qui est plus d'un animal, ou ça c'est une image qui est plus d'un véhicule. Je sais que je peux demander à cette personne-là qui est plus spécialiste des animaux, ou cette personne-là qui est plus spécialiste des véhicules. Donc, c'est tout le temps qu'on avait pour les questions, mais je suis sûre que Tim va être content de répondre à vos questions pendant la pause ou après l'événement.